Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Allô Bouvard, 11h30, 12h30 le samedi et le dimanche sur RTL pour dialoguer avec Philippe Bouvard au 3210. Et également déposez vos questions sur rtl.fr à la page Allô Bouvard. Ravi de vous retrouver. Philippe, bonjour. Bonjour Isabelle. Eh ben, vous me direz, alors on prend le même. Oui, on prend le même, mais on ne recommence pas. Parce que ce sont aujourd'hui d'autres interlocuteurs que je vais avoir au téléphone et naturellement, on va traiter d'autres sujets, mais on va les traiter toujours avec bonne foi, bon sens et en restant de bonne compagnie. On va commencer, si vous le voulez bien, avec des petites nouvelles. Alors les petites nouvelles, vous savez, celles qui vous ont échappé, parfois elles le méritaient, mais parfois elles sont quand même drôles, et j'ajouterais un peu signifiantes. Alors ignorons le précepte qui conseille « Soyez aimable durant votre ascension sociale, car ceux que vous croiserez, vous pouvez les croiser de nouveau en redescendant, et pendant qu'eux monteront, eh ben écoutez, il faut quand même citer le cas de Madame Aurélie Filippetti, qui avait interdit, lorsqu'elle était ministre de la Culture, à Fleur Pellerin, qui à l'époque occupait un autre ministère, de monter les marches, les fameuses marches du Festival de Cannes, afin de conserver toute la vedette. Et ben aujourd'hui, Madame Pellerin a pris la place de Madame Filippetti, et il y a gros à parier que la première s'arrangera pour que la seconde ne soit pas invitée au Festival de Cannes. Et puis alors, une comparaison sur les redoublants. Vous savez, c'est un problème à la mode. Est-ce qu'on doit laisser les élèves redoubler? Moi, je dirais, est-ce qu'il faut aussi que les adultes redoublent, par exemple, lorsqu'ils appartiennent au gouvernement? Alors bon, deux chiffres, il y a 28% des élèves qui redoublent, sans d'ailleurs que ça arrange toujours leurs affaires, et dans le gouvernement Valls 1, il y a eu 78% des ministres qui ont été admis à redoubler dans Valls 2. Alors, pour les plus cancres, et il y en avait quelques-uns, ça ne s'est fait qu'en changeant de filière. Allô Bouvard sur RTL. Un premier appel au 3210, nous accueillons Sacha, 37 ans, commercial à Yverdon en Suisse. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour Sacha. Eh bien, écoutez, je voulais votre sentiment sur ce livre absolument incroyable qui est sorti il y a quelques jours, signé Valérie Trierweiler, Oui. qui est ce livre absolument, qui fait Attendez, beaucoup d'encre. on peut en parler sans le lire d'ailleurs, parce que d'abord, la presse nous en a appris assez, et puis parce que plus que des anecdotes qu'elle révèle, et qui sont pas toujours gratifiantes pour l'actuel chef de l'État, c'est la vie du couple qui est en train de se dessiner d'une façon plus moderne, plus publique. Souvent d'ailleurs, vous savez, je vous notais, et vous en avez sûrement eu des exemples auprès de vous, la scène de ménage se limitait à l'appartement des intéressés, et il n'y avait guère que les voisins qui en profitaient. Et puis alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, sur Internet, les couples qui sont en bisbille, qui ne s'aiment plus après s'être beaucoup aimés, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent leurs photos, voire leurs doléances sur la toile. Alors, bon, c'est pas très convenable, mais c'est une vengeance. Ça montre, parce que ça arrive très vite, que la vengeance n'est plus un plat qui se mange froid, et puis ça montre que tous les coups bas sont permis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sacha? Moi, je trouve que c'est même impressionnant à quel point on peut être intime dans un livre pareil, parce que nous, en Suisse, pour vous dire, on a une vision de cette situation qui est assez particulière. Alors, vous noterez quand même que le fameux mur de la vie privée, il est escaladé, mais il est escaladé par une des intéressées. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que d'habitude, c'est la presse people qui se charge des indiscrétions. Là, c'est une femme, et pas n'importe laquelle, qui dit, voilà comment se passait
passait dans l'alcôve quand je la partageais avec le président. Alors, bon, c'est au nom de la morale d'abord. Oui, bien sûr. Mais bon, est-ce que vous pensez pas vous-même que c'est un peu trop? Parce que voilà, est-ce que franchement, en France, on n'a pas l'habitude de vouloir trop regarder par le trou de la serrure? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, le trou de la serrure. Ah, le fameux trou de la serrure. Eh oui. Ah, bah écoutez, il n'y a pas que le trou de la serrure, hein. Il y a la fenêtre des voisins. Quand les rideaux sont pas tirés, il y a la télévision où les gens viennent expliquer tous leurs problèmes. Et je pense que les gens qui, prennent ça avec des pincettes, plus ou moins secrètement, car il y en a qui l'avouent, raffolent de ces détails qu'ils jugent, j'ai entendu une brave femme qu'on faisait parler à ce sujet, affriolant. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un goût de l'anecdote, pas toujours très, très noble, hein, je vous l'accorde. Il y a aussi le fait, alors là, en ce qui concerne le cas de Trierweiler, l'envie d'en savoir davantage sur la personnalité véritable du chef de l'État. Et on peut dire que là, il sort pas grandi, hein, parce que on savait que c'était pas un grand homme, mais on découvre que c'est un petit monsieur. Alors, vous me direz, Sacha, je pense que vous y avez pensé, que c'est pas une très belle action, mais qu'elle va rapporter beaucoup d'argent, hein. Oui, bien sûr. Ça vous gêne, ça? Comment dire, on va pas dire que ça me gêne forcément, parce que voilà, tout travail mérite salaire, on pourrait dire. On peut dire même que toute trahison mérite compensation. Oui, absolument, Philippe, non, mais absolument. Alors, est-ce qu'il vaut pas mieux un succès de librairie qu'une petite pension alimentaire? Ah, peut-être, mais c'est vrai que voilà, je trouve personnellement, en tout cas, que c'est quand même un peu trop, à mes yeux. Alors, il y avait ce qu'on appelait, d'une façon un peu péjorative, la littérature de gare. Maintenant, voilà la littérature de chambre à coucher. Mais c'est quand même assez grisant pour le citoyen lambda de se dire, voilà, j'ouvre le bouquin et en même temps s'ouvre la porte de la chambre du couple présidentiel. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe dans tous les ménages. Il se passe que on se rend compte qu'il y a plus ou moins un coup de foudre, qu'on s'aime plus, et puis qu'il y en a un des deux qui aime plus que l'autre. Vous savez, il y a quelqu'un qui n'était pas un humoriste qui a dit que dans un couple, il y avait un qui aimait plus que l'autre et l'autre qui s'ennuyait un peu. Alors là, la répartition des rôles reste à définir. Alors, sur les détails intimes, il y en a, hein? Oui, il y en a, oui. C'est là que vous avez été le plus irrité? Pas forcément. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'anecdotes un peu franches et un peu directes qui m'ont, moi, un petit peu dérangé parce que je me suis dit que, voilà, le chef de l'État, il a déjà assez de soucis en ce moment, on peut dire. Donc, est-ce que un peu plus de soucis encore n'allait pas encore aggraver son état et sa situation? C'est un peu dangereux, je trouve. Attendez, c'est le coup de grâce, hein, parce que voilà un homme d'État, parce que c'en est quand même un, puisqu'il a été élu démocratiquement au poste qu'il occupe encore. Voilà un homme d'État qui est presque mort politiquement. Et on est en train, et la femme qu'il a aimée puis répudiée, est en train de lui donner à bout portant le coup de grâce. Et le coup de grâce sur le plan humain, qui est peut-être plus important aujourd'hui pour la majorité des électeurs que le plan politique. Alors, qui est Madame Valérie Trierweiler? Est-ce que vous la connaissiez avant? Oui, bien sûr, un tout petit peu. Je savais qu'elle était journaliste, je savais qu'elle avait travaillé à la télévision. Oui, bien sûr. Oui. Alors vous ne saviez peut-être pas qu'elle avait un statut tout à fait privilégié dans le grand hebdomadaire illustré et en couleur qui est Paris Match. Paris Match, oui, absolument. C'est-à-dire qu'elle avait une semaine la couverture, à condition d'ailleurs d'être généralement à côté de Hollande, et puis l'autre semaine, on retrouvait à l'intérieur du journal un de ses papiers qui à l'époque était consacré à la littérature. Bon, la vraie, hein, pas la sienne. Et puis évidemment, elle servait de tête de pont à la rédaction de cette estimable publication à l'Élysée. Je pense pas qu'elle donnait des secrets d'État, mais on savait que grâce à elle, Paris Match avait ses entrées à l'Élysée.
Alors elle en a profité, Paris Match en a profité, les lecteurs en ont profité, qui avaient dans ce journal une vision également privilégiée de la vie du couple présidentiel. Ça a duré 8 ans quand même, le ménage, hein. C'est pas mal, 8 ans aujourd'hui. Ouais, depuis 2006, ouais. Voilà. Oui, c'est beaucoup, bien sûr. Ouais. C'est beaucoup, vous trouvez, vous avez une durée moyenne qui est inférieure? On va dire que ça tourne autour, on va dire. Bon, non, 8 ans avec un homme qui doit pas être un cadeau. Parce que bon, comme c'est pas un cadeau pour les électeurs, il n'y a pas lieu de penser que c'en est davantage un cadeau pour les gens qui vivent plus près de lui. Mais 8 années dans un milieu politique, et comme elle est à l'origine journaliste politique, ça a dû l'amuser, et surtout 2 années dans l'orbe du pouvoir. Est-ce que vous êtes conscient de la fascination que le pouvoir peut exercer, surtout, paraît-il, sur les femmes? Oui, d'ailleurs beaucoup d'hommes politiques en avaient parlé, hein, notamment Valéry Giscard d'Estaing, et on le sait aussi, parce que avec la fameuse histoire de la fameuse princesse, oui, on va pas... oui. Et oui. Mais Giscard, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le coup du laitier, quand il est rentré avec une Ferrari qu'on lui avait prêtée à 6 heures du matin dans un camion qui livrait des bidons de lait. Il y a eu plein de choses. Mais bon, ce sont des hommes comme les autres. Et j'ajouterais qu'ils sont plus que les autres des cibles pour les admiratrices qui tournent autour d'eux. Et bon, qu'ils en profitent un peu, on ne peut pas jeter la pierre. Non, bien sûr. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On en sait davantage sur le président, vous en avez conscience, hein? Oui, et surtout nous qui avons une vision extérieure, puisque je vous appelle de Suisse, donc évidemment, pour nous, le président français, il est considéré, il est considéré comme un clown, vraiment. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment quelqu'un où on voit que rien ne se passe vraiment comme il l'aurait souhaité ou comme la France l'aurait souhaité. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment triste à voir parce que, l'image qu'on a, nous, elle est vraiment très mauvaise. Qu'est-ce qu'on a découvert qu'on ne savait pas? On a découvert que le cœur qu'on lui prêtait et la compassion qu'il affichait, c'était pour le premier inexact et pour la seconde une hypocrisie. Et il y a 2 mots qui vont peser très lourd à mon avis. C'est ceux qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, qui ont des gencives en très mauvais état, et qu'il a appelé les sans-dents. Moi je crois que les sans-dents, un jour très proche, vont le déchiqueter. Ah, probablement. Absolument. Merci Sacha. Merci Philippe. RTL, Allô Bouvard. Jusqu'à 12h30 sur RTL, la nouvelle émission de Philippe Bouvard. Allô Bouvard au 3210, et tout de suite Philippe, vos petites nouvelles. Une petite nouvelle qui est plutôt rassurante. Bon, les drones ont été surtout employés jusqu'à présent à bombarder les populations civiles. Ils vont servir maintenant à acheminer vers ces populations civiles les produits de grande consommation qui embellissent, qui agrémentent la vie plutôt que de l'abréger. Une petite nouvelle qui vient du Japon, parce qu'il se passe toujours beaucoup de choses au Japon. Et alors, ils ont l'air dociles, ils ont l'air modestes, et puis finalement, ils ont des idées que nous n'avons pas. Par exemple, leur gouvernement a enjoint à tous ceux qui se trouvent dans une zone qui peut être menacée par une catastrophe naturelle d'avoir une réserve de papier de soie. Vous savez, ce papier qu'on dit hygiénique et qui, quand on est maladroit, ne l'est pas toujours. Allô Bouvard sur RTL. Allô Bouvard, c'est sur RTL le samedi et le dimanche 11h30, 12h30. Vous souhaitez connaître tout ce que pense Philippe Bouvard sur l'actu? Alors posez vos questions au 3210, tout comme Christine, 55 ans, de Villiers-sur-Marne. Bonjour Christine, bienvenue à vous. Bonjour Philippe. Bonjour Christine. Je suis très intimidée de parler à un grand monsieur comme vous. Voilà, je voudrais savoir ce que vous pensez du fait que le parquet s'acharne sur Jérôme Kerviel. Là, il va être mis en liberté, mais... Oui, attendez, acharnement. Je vous rappelle que Madoff, peut-être que la comparaison va vous choquer, il en a pris pour 150 ans de cabane, Oui, Puis il va sortir au bout de 4 mois. Alors, Madoff avait détourné, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de Kerviel, je vous l'accorde, il avait détourné 80 milliards. Là, il n'y a que 5 milliards, mais
4 mois de prison pour 5 milliards et 150 ans pour 80. Alors, acharnement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un acharnement médiatique, un acharnement politique, ou bien simplement un intérêt à la fois humain et, on peut le dire, technique, pour une victime collatérale du capitalisme honteux dans lequel on vit depuis 1981. C'est-à-dire que, en étant trader et en opérant dans les salles de marché, M. Kerviel a joué avec des milliards. Et évidemment, ça fascine et parfois ça irrite des braves gens qui, eux, ne gagnent que quelques centaines d'euros. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir, parce que je le devine à travers votre propos, de la sympathie pour Kerviel ? J'ai de la sympathie parce que moi j'ai travaillé dans un bureau de poste et je me dis que je pouvais pas détourner des sommes parce que quand il y avait une certaine somme, je demandais à mon supérieur d'acquiescer. Donc Monsieur Kerviel n'est pas le seul, n'est pas coupable, n'est pas le seul coupable. Il paye pour beaucoup de monde parce qu'il pouvait pas détourner 5 milliards sans que la Société Générale ne s'en rende pas compte. C'est quand même une somme. Donc je pense qu'il paye pour tout le monde, quoi. C'est le bouc émissaire, Monsieur Kerviel. C'est pour ça que j'ai une certaine sympathie pour lui parce que je trouve qu'il a payé pour des gens qui n'ont pas vu des choses ou qui ont fait exprès de pas les voir, voilà. Je vous l'accorde. Alors, résumons. Il a fait une dizaine de jours de prison tout de suite après le début de l'affaire. Là, il en aura fait 4 mois. Bon, il a été évidemment arrêté dans sa trajectoire professionnelle, quoique les propositions ne lui ont pas manqué, que s'il a pu bénéficier de la liberté conditionnelle avec un bracelet électronique, c'est parce que justement, il y avait des employeurs potentiels qui s'étaient portés garants de lui. Donc, il n'est pas abandonné par tout le monde et il a même une espèce de petit club assez actif avec lui, avec des gens tout à fait estimables, comme vous d'abord, comme un ecclésiastique, comme un banquier, et donc il n'est pas du tout abandonné et rejeté par la société. Je vous accorde que depuis 6 ans, sa vie ne doit pas être facile. Bon, alors il y a quand même des éléments qui manquent au dossier. Qu'est-ce qu'on sait des ravages, parce que le mot n'est pas trop fort, qu'il a provoqué dans le milieu bancaire? Bon, qu'il y a 5 milliards qui ont disparu des coffres, ou en tout cas des comptes d'une grande banque, que le directeur, le président de cette grande banque a dû démissionner. Ce sont quand même des effets induits dont il faut se souvenir. Et puis, on sait que ça a appelé l'attention sur les salles de marché, que différents gouvernements ont dit que ça ne se reproduirait jamais. Ce qui d'ailleurs est totalement faux, parce que je peux vous dire que les salles de marché continuent et que la plupart des établissements qui en possèdent une, pas tous d'ailleurs, trouvent là la majeure partie de ce qu'ils appellent leurs résultats. Bon, alors on sait donc ce que ça a coûté, on ne sait pas, et c'est vraiment un élément qui manque au dossier, on ne sait pas ce que cette pratique des salles de marché, ces spéculations folles ont rapporté à la banque et ont rapporté à Kerviel. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait une prime chaque fois que Kerviel gagnait 1 milliard. Et il lui arrivait, dans une journée, on l'a su, de gagner 1 milliard. Alors, bon, il a perdu de l'argent, mais on n'a pas fait la soustraction de ce qu'il avait fait gagner à la banque. Et lui-même n'a jamais dit ce que ces pratiques qu'on juge aujourd'hui condamnables lui avaient rapporté. Alors, est-ce qu'il faut renoncer à toute spéculation, selon vous ? Oui, moi je trouve que maintenant il a été condamné, il doit vivre normalement, et puis de toute façon, moi je dis toujours qu'il a payé pour les autres, donc c'est pas à lui de payer. Oui. Alors attendez, il s'est pas mal débrouillé quand même, hein. Il a sorti un bouquin qui a gentiment marché, on a vendu 30 000 exemplaires, il est allé voir le pape François, bon je sais pas pourquoi, mais enfin une petite bénédiction, ça fait jamais de mal, hein. Et puis il est revenu de Rome à Paris à pied, ce qui montre qu'il n'a pas fait d'économie, hein, en tout cas, parce que Paris et Rome sont quand même très éloignés. Alors, aujourd'hui, moi je propose, si vous en êtes d'accord, qu'on limite les bonus au DVD. Vous êtes d'accord ? Oui. Merci. Au revoir Philippe. Au revoir Christine. Jusqu'à 12h30, Allô Bouvard sur RTL. Allô Bouvard sur RTL.
Et puis la bonne surprise du samedi, vous l'avez déjà eu la semaine dernière et vous l'aurez, je pense, toutes les semaines, c'est de retrouver Bernard Mabie qui aujourd'hui n'a jamais eu autant de matière à coup de sang, parce que l'actualité vous gâte. Hein. Oui, alors là je vais prendre un sujet léger quand même. Avez-vous vu Philippe qu'Arnaud Montebourg, le chevalier blanc du Made in France, profiterait de ses vacances pour coincer la bulle en Californie? Alors là, je tombe de ma chaise. Hein. Pourquoi elle est si loin, Arnaud? Elle est pas belle, la Bretagne, elle est pas jolie, la Creuse, c'est moche, le Pas-de-Calais, hein. Alors le trissotin de Frangy-en-Bresse a la mémoire courte. C'est quand même bien lui qui, bravant le ridicule, nous vantait hier la marinière, le béret, la baguette et le camping en banlieue du Creusot. Rabâchant son inventaire en forme de bric-à-brac rassemblé sous slogan « Achetez français ». Et Philippe, c'est ce même Montebourg qui aujourd'hui coince la bulle au pays du roi dollar, chez les ricains, ces ricains qui nous balancèrent, souvenez-vous, a kick in the ass, bon je traduis pour vous, hein, un coup de pied au cul, chassant de leur table notre roquefort, nos vins et notre foie gras. Je sens là comme un début d'Alzheimer. I am very shocking, Philippe. Tenez, il ne manquerait plus que j'apprenne qu'un président socialiste n'aime pas les pauvres. Alors là, ça serait terrible. Pensez-vous vraiment, monsieur Montebourg, que le soleil est plus brillant à Malibu qu'à Boulogne-sur-Mer? Qu'il est plus agréable de partager sa serviette de plage avec Paris Hilton qu'avec Josette Novotel? Et plus flatteur de prendre son café avec Georges Clooney qu'avec Bernard Ménez? Revenez, monsieur Montebourg. En vous attendant, je continue à consommer français, comme vous me l'ordonniez hier, alors que vous aviez votre petit fonds de commerce à faire prospérer. Comme tout le monde, Philippe, je mange, mais je mange français. Le midi, boudin puré, et le soir, pour changer, purée boudin. Voilà, osant même un abricot ou une pêche cueillie uniquement en vergers de Provence. Mais alors là, il faut demander un prêt à sa banque. Comme tout le monde, Philippe, je roule français, mais feignant d'ignorer que ma bagnole est assemblée hors de nos frontières, et là, je fais l'économie d'un contrôle technique. Passé 4 ans, elle est en pièces détachées. Comme tout le monde, Philippe, j'écoute de la musique, mais de la musique française. Klederman et Mireille Mathieu. Bruce Springsteen n'ayait pas eu la délicatesse d'enregistrer encore La Danse des Canards. Comme tout le monde, Philippe, je regarde la télé, mais la télé proposant des programmes français. Alors 10 minutes sur France 2, 30 secondes sur TF1. Ça limite un peu, c'est sûr, mais ça me laisse le temps de lire français. Les œuvres complètes de Valérie Trierweiler, et si je suis en forme, le dernier Marc Lévy. Comme tout le monde, Philippe, je fais l'amour, mais l'amour français. Aucun fantasme pour Cindy Crawford, Scarlett Johansson et autres Angelina Jolie. Mon truc à moi, c'est le style Josiane Balasco et Yolande Moreau. Vous voyez, ça tombe bien. Non, vous aviez raison, monsieur Montebourg. Vive le Made in France. Merci Bernard Mabie. Vous êtes quand même un peu injuste envers Montebourg, qui est quand même un bel homme et un séducteur. Alors, c'est vrai, quand il était à l'économie, il nous a peut-être mis dans la purée, mais dans les magazines, on l'a jamais vu avec des boudins. Non, jamais. Merci Bernard. Merci Philippe. Philippe, on se retrouve dans un instant après les infos bien sûr et vos appels au 3210 dans Allô Bouvard, à tout de suite. Allez Philippe, direction cette fois-ci les petites infos relevées dans la presse cette semaine. Alors, vous savez que les compagnies, surtout les low cost, qui ont accaparé quand même une bonne part du marché, réduisent de plus en plus la place impartie aux passagers. Et notamment ceux qui ont de grandes jambes, ce qui d'ailleurs, je vous rassure, n'est absolument pas mon cas. Alors, qu'est-ce qu'on a imaginé? On avait imaginé aux États-Unis, parce que ça vient d'être interdit, un petit appareil qu'on achetait à l'aéroport, qui coûtait d'ailleurs un demi-dollar seulement, et qui permettait de bloquer le siège du passager qui était devant soi. Alors donc, quand le brave homme voulait prendre un peu de repos et incliner son siège, c'est-à-dire réduire encore la place dont on disposait, il ne pouvait pas parce que son siège était bloqué. Ça, c'est interdit. Alors en revanche, il y a un blocage qui va être de nouveau autorisé chez nous, c'est le blocage de la navette parlementaire qui fonctionne entre l'Assemblée nationale et le Sénat, quand le Sénat aura basculé à gauche et changé de président.
Retour avec Philippe Bouvard au 3210 dans Allo Bouvard le samedi et le dimanche, 11h30, 12h30 sur RTL. Énormément d'appels, Philippe. Nous accueillons Cyril, 40 ans, de Villepreux. Bonjour Cyril. Bonjour Monsieur Bouvard. Alors Monsieur Bouvard, je crois que vous ne prenez pas l'avion. Je voulais savoir pour quelles raisons et je voulais savoir ce que vous inspirez les catastrophes aériennes de ces derniers mois. Alors, je ne prends pas l'avion, enfin, quand vraiment je peux pas faire autrement, je le fais, mais c'est vrai que ma peur de l'avion et la limitation des déplacements qui s'en est suivi m'a poussé à renoncer à une carrière internationale, et ça, je ne m'en consolerai jamais. Avant qu'on aille plus loin, dites-moi si vous, Cyril, vous avez également peur de monter à bord d'un avion. Moi, je prends beaucoup l'avion dans le cadre de mes déplacements professionnels, mais c'est vrai qu'on s'interroge à chaque fois que l'actualité nous rappelle que l'avion peut également être source de danger. Les médias mettent toujours en avant les catastrophes et c'est vrai que on n'a pas forcément sur l'ensemble des accidents de la route qui font la une des journaux, donc on se pose toujours des questions sur les statistiques en fait. Vous connaissez les médias, hein, ils font beaucoup plus leur chou gras avec les trains qui déraillent qu'avec ceux qui arrivent à l'heure et avec les avions qui s'écrasent qu'avec ceux qui battent des records de vitesse. Mais vous avez tout à fait raison de comparer, et là le bonheur et la sécurité sont également affaires de comparaison avec ce qui se passe sur la route, parce que la route est quand même beaucoup plus meurtrière que les airs. Alors il y a deux moyens de transport qui statistiquement sont répertoriés comme les plus sécurisés, en tout cas comme faisant le moins de victimes. C'est en deuxième position l'avion. Savez-vous quel moyen de transport vient en première position ? Je ne sais pas, peut-être la marche à pied. Non, c'est vrai, ça serait possible. Non, alors c'est un vrai moyen de transport, encore que bon, on monte moins haut, c'est l'ascenseur. Voilà. Alors, les catastrophes aériennes, elles ont beaucoup diminué, sauf que quand même, l'année 2014, qui n'est pas terminée, est une année noire, hein. Vous en avez conscience, hein? Oui, c'est vrai qu'on a eu une succession de catastrophes et parfois sur des délais très courts, en fait. Hein. Et comme les porteurs sont de plus en plus gros et il y a de plus en plus de passagers à bord, les victimes sont également plus nombreuses, à telle enseigne que je crois, dans les aéroports, il a fallu construire non seulement des tarmacs plus étendus, mais également des chapelles ardentes plus grandes. Alors, soyons sérieux, parce que le sujet l'est, il y a évidemment les causes des catastrophes, puisque on est là pour en parler. Les causes des catastrophes, c'est majoritairement à 54% l'erreur humaine, et seulement à 17%, c'est le matériel qui en est responsable. Et puis entre les deux, il y a la météo. Alors, la peur en avion, vous savez qu'elle s'explique psychologiquement, hein. Vous l'identifiez, vous, à quel réflexe du passager? C'est la peur de quitter le plancher des bâches, d'abord. Oui, et puis aussi peut-être de ne pas être maître soi-même, c'est-à-dire que quand on est dans son véhicule, de confier sa vie à quelqu'un d'autre. Exactement. Alors, ce qui est un petit peu rassurant, et si vous voulez, ça distingue le commandant de bord du chirurgien, c'est que si le commandant de bord fait une erreur, il meurt avec ses clients, ce qui n'est pas le cas du chirurgien. Voilà, non, ça se fait dit en passant. Moi, j'identifie, si vous voulez, la principale raison de la peur du passager, telle que je l'éprouve, donc je suis un témoin qualifié, par l'ignorance où il se trouve de ce qui se passe. C'est-à-dire que, sauf cas exceptionnel, on lui dit pas pourquoi les turbulences secouent l'avion, on ne lui dit pas que l'orage magnétique n'est pas dangereux parce que l'avion fait cage de Faraday. Enfin, on ne lui dit rien. Alors, vous savez, j'ai été longtemps ridicule, hein. Avant que l'avion décolle, j'appelais l'hôtesse et je lui disais, est-ce que vous pourriez pas dire au commandant de bord qu'il y a une tache d'huile sous l'aile gauche?
gauche. Alors évidemment, elle me riait au nez. Bon, généralement, je tombais sur un voisin qui me disait « Oh, dites donc, là, j'étais l'année dernière au Sénégal, on a failli se cracher. » Alors, ce qui me redonnait pas le moral. Il y a qu'une chose, vous voyez, qui me redonnait le moral, Cyril, c'est quand je prenais les avions d'Air Inter. Bon, une compagnie qui a disparu, qui était très bien organisée, très méritante, et qui avait la particularité d'employer de très vieilles hôtesses de l'air. Alors, quand je voyais des dames qui avaient parfois, enfin qui paraissaient plus de 60 ans, je me disais, elles sont en fin de carrière, il y a certainement 40 années qu'elles volent, peut-être qu'elles ont commencé avec Guilmer, mais le fait qu'elles soient toujours en vie est pleinement rassurant. Heure de vol. Merci Cyril. Merci. À tout de suite, Philippe. Allô Bouvard le samedi et le dimanche, 11h30, 12h30 sur RTL et au 32-10. Mais tout de suite, Philippe, vos petites nouvelles. Ah, on peut pas dire qu'on met pas les petits plats dans les grands quand il s'agit de séduire et de renseigner le consommateur. Après les restaurants, après les palaces et même les campings, qui, vous savez, bénéficient des étoiles selon le degré de confort et la qualité de leur service, voici que les viandes sont à leur tour étoilées. Voilà, il y aura des viandes étoilées et on dira donnez-moi un gigot 3 étoiles ou bien j'ai pas beaucoup d'argent aujourd'hui, alors un petit gigot 1 étoile seulement ou une côtelette sans étoiles parce que toutes les viandes ne seront pas étoilées. Alors finalement, on pourrait également, mais on ne l'a pas encore fait, étoiler les clients pour que le commerçant sache à qui il a affaire, mais ça, on ne le fait pas. Allô Bouvard, c'est aussi en podcast à partir de 12h30 et bien sûr à chaque moment sur rtl.fr. Allô Bouvard sur RTL. Toutes vos questions dans Allô Bouvard, c'est au 3210. Philippe, nous accueillons sur RTL Audrey, 26 ans, comédienne et elle habite Vincennes. Bonjour Audrey. Bonjour Philippe. Alors, en fait, je suis titulaire d'un livret A depuis de nombreuses années. Jusqu'à maintenant, celui-ci me convenait très bien. Sauf qu'en fait, voilà, aujourd'hui, ce livret ne me rapporte pratiquement plus rien, car son taux n'est plus qu'à 1%. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Alors bon, d'abord, je note que vous êtes comédienne et économe, puisque vous êtes intermittente du spectacle, mais vous êtes une petite capitaliste dans votre genre, enfin très petite, hein, j'imagine, parce que, enfin, j'imagine pas, je sais que le dépôt maximum sur ce genre de livret, c'est 22 900 €. Hein. Bon, alors 1%, bon, je vous accorde, c'est pas beaucoup. Il faut quand même rappeler que le livret A, c'est pas nouveau. Hein. Vous savez, quand on l'a lancé pour la première fois? Aucune idée. Eh bien, écoutez, c'était en 1818. C'est dire que c'est pas Napoléon qui l'a inventé, comme presque tout dont nous bénéficions aujourd'hui, mais c'est venu tout de suite après qu'il ait abdiqué. Au départ, c'était évidemment beaucoup mieux rémunéré qu'aujourd'hui. Ah, une autre question. Est-ce que vous savez combien rapportait un livret A en 1981 quand François Mitterrand a été élu? Non plus, je n'étais pas née à cette époque. Oui, il rapportait 8,5%. Alors vous me direz, dites donc, c'est dommage que j'ai pas connu cette époque bénie. Non, parce que l'inflation était de 13%. Donc le compte n'y était pas. Et aujourd'hui, il y est peut-être un peu, mais très peu que je vous l'accorde, puisque si vous avez 1% de rapport, il y a une inflation qui est inférieure à 1%. Donc, vous gardez votre argent, c'est encore heureux, hein, parce que souvent l'État nous le prend, et on vous ajoute un petit chouïa en plus qui fait que vous vous retrouvez pratiquement tous les ans avec la même somme. Et je vous rappelle que c'est défiscalisé. Naturellement, c'est une mesure, cet abaissement progressif, parce que il y a encore quelques années, on touchait 3,5%, hein, et avec une inflation qui n'était pas énorme. C'est encore une mesure que le gouvernement prend pour rétablir des finances qui vont très mal. Simplement, on peut se demander pourquoi il a touché au livret A et pourquoi il n'a pas touché aux dividendes du CAC 40 qui plafonnent aujourd'hui, mais souvent, très souvent, à 30%. C'est énorme, hein. Vous êtes choqué par ça? Un petit peu, on va dire.
Ah oui, ça mérite, hein? Non? Oui, si, Non. quand même, oui. Non, parce qu'attendez, quand on prend une mesure financière, et c'en est une, faut quand même frapper davantage les riches que les pauvres. Bon, Tout à fait. on pense pas que le livret A, ça soit le placement favori des milliardaires, hein? Non, ça se saurait. Est-ce que vous avez étudié, avant de prendre un livret A, est-ce que vous avez étudié les autres formes de placement? Écoutez, je vous avoue que le livret A, ce sont mes parents qui me l'ont ouvert quand j'étais très jeune. Donc finalement, je l'ai conservé, mais je n'ai pas étudié... Non, je n'ai pas étudié les autres fonds de placement. Alors ce sont souvent d'ailleurs les parents qui ouvrent le premier livret A au nom de l'enfant. Et d'ailleurs, le législateur a bien prévu ce cas-là, puisqu'il a dit qu'on pouvait ouvrir un livret A avec 1,50 € seulement. Bon, c'est vous dire que ça fait pas beaucoup. Alors je ne sais pas combien aujourd'hui 1,50 € rapporte au bout d'un an, mais ça ne doit pas faire lourd. Alors il y a d'autres formes de placement qui sont d'ailleurs conseillées, organisées par les pouvoirs publics. Il y a le fameux PEL, bon, ça peut rapporter jusqu'à 3% sans impôt. Il y a l'assurance vie, il y a la bourse. Alors, la bourse, ces dernières années, a rapporté, bon an, mal an, beaucoup plus que le livret A. Mais c'est ce qu'on appelle un placement à risque. Est-ce que vous savez combien il y a de détenteurs de livret A en France? Pas du tout, mais je pense qu'ils sont nombreux. Très nombreux. Il y en a 60 millions. Et pourquoi y en a-t-il 60 millions? C'est-à-dire presque autant que de Français, alors que, bon, les enfants en bas âge, sûrement n'en bénéficient pas encore d'un livret A. C'est parce qu'il y a 8 millions de Français qui, dans le même temps, tournent l'interdiction de posséder 2 livrets A, ou même plusieurs. Ils sont 8 millions à avoir plusieurs livrets A. Alors, compte tenu du placement, c'est quand même pas une aubaine. Voilà, merci Audrey. Et puis alors, Merci à vous, Philippe. essayez de continuer à économiser, hein, parce On va que essayer. il faut quand même prévoir l'avenir. Tout à fait. Merci beaucoup, Philippe. Au revoir. Au revoir. RTL, allô, Bouvard? Beaucoup de questions vous attendent au 3210, Philippe. Le dernier appel pour aujourd'hui. Brigitte, 65 ans, retraitée de Saint-Grégoire, ça c'est près de Rennes. Bonjour Brigitte. Bonjour Monsieur Bouvard. Alors, votre question. Ça concerne, je suis très inquiète, moi, concernant les retraites de nos chers élus. Ah. Oui. C'est-à-dire que, comme retraité, et j'imagine pas très gâté, hein, vous voulez vous renseigner pour savoir si, par exemple, au sommet de l'État, quand même, la retraite ne serait pas plus généreuse, hein. Enfin, ça vous fait rire, ça prouve déjà que vous prenez la différence, parce que, attendez-vous à ce qu'il y en ait une, avec bonne humeur. Et ça, c'est important, parce que, ce sont des problèmes importants que nous agitons, mais, il faut que la bonne humeur reste un de nos lots quotidiens. Alors, Président de la République. Bon, vous vous intéressez peut-être aussi à ce qui touche quand ils sont présidents, hein? Oh, la totalité, vous savez, j'ai une vague idée quand même de ce qui touche, mais il y a beaucoup de gens, quand j'en discute un peu autour de moi, les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils peuvent ramasser, il n'y a pas d'autre mot. Une fois qu'ils sont à la retraite, c'est hallucinant. Je peux vous dire que lorsqu'ils sont à la retraite, ils touchent guère moins que lorsqu'ils étaient en activité. Ça se vaut même. Alors, quand ils sont en activité, ils touchent environ... Et Hollande a fait baisser encore le salaire parce que, il avait senti que les Français n'en auraient pas pour leur argent. Ils touchent 22 ou 23 000 euros. Et même quand on s'est penché là-dessus, on s'est aperçu que à un certain moment, le Premier ministre était plus payé que le Président, ce qui était d'ailleurs totalement injuste. Alors, c'est quand même pas beaucoup, parce qu'il faut savoir que c'est le salaire du patron d'une PME qui marche, que dans une PME, on peut trouver 20 ou 50 salariés, et que l'entreprise France, c'est quand même plus de 65 millions de sujets. Alors, l'augmentation de l'espérance de vie a également augmenté le nombre d'anciens présidents. Vous savez combien il y en a qui survivent encore aujourd'hui ? 3, exactement. Il y a Giscard, il y a Chirac et il y a Sarkozy.
Ils touchent une trentaine de milliers d'euros. Bon, mais à quoi s'ajoutent d'autres retraites? S'ils ont été maires, ils ont une retraite. S'ils ont été députés et sénateurs, ce qui est très souvent le cas, ils ont une retraite également. Alors ça finit, bon, par faire un petit pactole, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que la République, qui est quand même bonne fille, et qui est reconnaissante vis-à-vis de ses présidents, leur offre. Alors, ils ont par exemple une voiture de fonction. Et comme ils n'ont pas l'habitude de conduire eux-mêmes, parce que déjà, bon, parfois, au volant du char de l'État, ils sont pas très adroits, et ben on leur offre un chauffeur. Alors, vous voyez, la voiture, le chauffeur, c'est des petits avantages en nature, comme on dit. Ensuite, ils ont un secrétariat, parce que on continue à leur écrire, ils peuvent pas répondre eux-mêmes. Et puis, bon, ils ont l'habitude que quelqu'un porte leur par-dessus. Alors, ils ont auprès d'eux ce qu'on appelle un officier de sécurité. Et l'officier de sécurité, c'est aussi un garde du corps. Il faut dire que leur corps est plus beaucoup menacé, Parce que quand ils ont quitté le pouvoir, tout le monde les aime, et parfois même, on les regrette. Alors, est-ce que vous pensez, parce que c'est quand même vous et moi, nous, qui payons ces avantages en nature, que c'est un petit peu trop pour des gens qui ont quand même donné un certain nombre d'années à la vie politique et, pourrait-on dire, dans le meilleur des cas, à leur pays? Moi, je trouve que c'est scandaleux. Parce que quand on travaille dans le privé, on n'a pas tous ces avantages-là. Il faut avoir fait tant d'années comme ça, et vous n'avez le droit que fonction du nombre d'années, et c'est tout. Or que là, c'est un cumul qui est complètement hallucinant. J'ajoute alors à ce cumul que, comme ils sont membres de droit et à vie du Conseil constitutionnel, ils empochent la mensualité qui va avec et qui est de 13 500 €. Mais bon, pour un travail, parce qu'il faut quand même aller au Palais Royal, et d'ailleurs il y en a qui n'y vont plus, c'est-à-dire Jacques Chirac par exemple, parce qu'il est souffrant, et Sarkozy parce qu'il n'a pas digéré que le Conseil se soit penché sur ses comptes de campagne, et surtout ait conclu qu'il n'était pas orthodoxe. Bon, écoutez, quand même, pensez aux retraites chapeau du CAC 40. Brigitte, vous en avez entendu parler? Oui, absolument. Alors, voilà des gens qui ont gagné beaucoup plus durant toute leur vie, qui ont eu des entreprises avec beaucoup moins de salariés que le président n'a de sujet, et qui empochent des retraites chapeaux qui peuvent aller jusqu'à 1,5 million d'euros par an. Et vous voudriez refuser de quoi vivre décemment et de nourrir une petite famille qui, avec l'âge, s'est étendue, bien sûr, surtout qu'il y a les liaisons connues et puis il y a les familles annexes. Vous voudriez encore qu'ils gagnent moins? Non, alors je veux pas plaider leur cas parce que puis alors vous me direz oui mais il y a les premiers ministres. Alors les premiers ministres, c'est beaucoup plus coûteux parce qu'il y en a 13 qui survivent aujourd'hui. 13 anciens premiers ministres. Et alors ils ont presque la même chose, Alors oui, c'est vrai que ça fait cher, mais dites donc, la France elle est endettée à hauteur de 2000 milliards. Est-ce que vous croyez que les 3 ou 4 millions que coûtent les gens dont nous venons de parler, ça pèse lourd? Additionner continuellement, ça finit par peser. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Le problème, c'est que comme à chaque fois qu'ils font des mesures, c'est jamais les concernant eux, on est mal parti. Alors moi j'ai une solution, c'est ne plus admettre au haut poste de la politique que des gens qui ont de la fortune personnelle, moyennant quoi, ils paieront leur retraite eux-mêmes et le contribuable ne donnera rien. Merci Brigitte. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance pour votre émission. Merci. Allô Bouvard, c'est déjà fini. On vous retrouve demain dimanche 11h30 sur RTL. En attendant, n'oubliez pas, 24h sur 24, 32-10 pour dialoguer dès demain. Au revoir Philippe, à demain. Au revoir Isabelle et bien sûr, à demain dimanche. RTL 12h30.